On arrive au mois de novembre et le mois de novembre c'est pas seulement le mois le plus déprimant de l'année, c'est aussi celui que choisissent les clubs pour commencer à virer en masse leurs entraîneurs. Et justement, comment ça se passe quand un club vire son entraîneur ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Après nous être intéressés à ce que fait un entraîneur au chômage, puis à comment se passe l'entretien d'embauche d'un entraîneur, aujourd'hui on complète la série avec cette question: comment ça se passe quand on vire un entraîneur ? Il y a quelques mois, Arte avait fait sur sa chaîne YouTube une vidéo qui parlait du métier le plus dangereux aux États-Unis. Et le métier le plus dangereux aux États-Unis, c'est président des États-Unis. Parce que sans compter Joe Biden, il y a eu 44 présidents dans l'histoire des USA, 4 ont été assassinés, et tout ça, ça fait 1,73% de chances par année d'être tué sur son lieu de travail. Et si on reprenait un peu l'idée de cette vidéo et qu'on l'appliquait à cette question, quel est le métier avec le moins de sécurité d'emploi au monde, je crois que le métier d'entraîneur de football serait assez haut. Il y a peu de métiers où la durée moyenne d'occupation d'un poste est seulement de 301 jours. Ça veut dire tout ça que les entraîneurs se font beaucoup virer. Et on va commencer cette vidéo avec un fait qui peut paraître surprenant, mais pour beaucoup d'entraîneurs, se faire virer, c'est tout ce qu'ils attendent. Quand je dis ça, c'est évidemment pas que les entraîneurs aiment se faire virer, mais c'est que dans beaucoup de cas, les entraîneurs, ils savent que la situation, elle est irréversible. C'est beaucoup trop difficile, passer à un certain point, de regagner le vestiaire, de faire changer d'opinion les joueurs et leur faire croire que vous êtes toujours l'homme de la situation, regagner la confiance des dirigeants, des fans et des médias. À un moment donné, l'inéluctable arrive, les entraîneurs savent qu'ils vont se faire virer parce que c'est plus eux l'homme de la situation. Mais cette période durant laquelle vous sentez les choses vous échapper, vous sentez perdre pied, elle peut être particulièrement difficile à vivre. Et pour pas mal d'entraîneurs, quand le coup près tombe enfin, c'est un soulagement. Les entraîneurs, ils savent pertinemment que se faire virer, ça fait partie du métier. Vous avez même une phrase dans le milieu qui dit « Jusqu'à votre premier licenciement, on ne peut pas dire que vous êtes vraiment un entraîneur ». Ancelotti disait en conférence de presse l'autre jour, sur un ton assez détaché, bah oui, moi je me suis fait virer plein de fois. José Mourinho, quand il est arrivé à Tottenham, il faisait même un peu des blagues à ce sujet-là. Ça fait vraiment partie de la réalité du milieu. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que quand un entraîneur est fragilisé, c'est comme s'il était viré sans avoir été encore viré. Je vous prends un exemple, Mitchell a Getafe tout récemment, les résultats n'étaient pas bons, les fans ne croyaient pas en lui, les médias le critiquaient énormément. Lui, il avait beau être toujours en poste, il savait que c'était un homme mort, qu'il n'en avait plus pour longtemps. Et ça, dans le club, ça se sent. Au centre d'entraînement, ça se sent. Parfois, vous avez certaines demandes des dirigeants au personnel du club, ça a été notamment le cas à Chelsea parfois, où on demande au personnel de sourire à l'entraîneur et de s'en tenir au strict minimum dans les relations, d'éviter les sujets footballistiques parce qu'on sait que l'entraîneur n'en a plus pour longtemps. Ça, les entraîneurs, ils le savent, ils le sentent. De même, quand un entraîneur est en position de faiblesse, vous avez le monde du football qui va commencer à proposer des noms, à envoyer des candidatures, à envoyer des mails aux dirigeants. Et même si un dirigeant, il peut avoir confiance en son entraîneur, il peut être convaincu en le fait que c'est toujours l'homme de la situation, quand vous avez le monde du football qui commence à remettre votre choix en question, votre homme en question, fatalement, vous commencez à douter. Quand le monde entier vous dit que votre partenaire et vous n'êtes pas faits pour être ensemble, inévitablement, vous commencez, vous aussi, à vous poser des questions. Et enfin, vous avez ces cas regrettables où un entraîneur est viré trop tôt. Il est viré parce qu'il y a une pression des fans et des médias et que les dirigeants se voient mal expliquer aux fans et aux médias que c'est la faute d'une sous-performance aux expected goals, que c'est juste une mauvaise passe qui statistiquement est amenée ou doit se résorber à l'avenir, que c'est la faute d'un calendrier où on n'a joué que les grosses équipes. Parfois, clairement, les dirigeants se protègent et font des choix populaires. Watford, c'est un peu les spécialistes des victimes expiatoires. Et c'est là que ça peut être assez marrant, assez piquant, toutes ces situations où vous avez un entraîneur encore en poste, mais dans votre dos, dans le dos de l'entraîneur plutôt, le club négocie déjà avec un autre entraîneur. Mais on ne peut pas l'amener au centre d'entraînement parce que ce serait trop voyant, alors il faut faire des rencontres secrètes dans des hôtels, des lieux peu fréquentés où on peut paraffer le futur contrat sans que ça émeuve les foules, sans que ce soit un manque de respect public vis-à-vis de l'entraîneur. Et souvent, tout ce qu'on attend, c'est que l'entraîneur perde un match de plus
pour qu'on puisse l'écarter du chemin et faire venir le nouvel entraîneur. C'était le cas à Valence il y a quelque temps où Albert Celades avait commencé à négocier avec les dirigeants de Valence quand Marcelino était toujours en poste. Même chose quand Pochettino est viré de Tottenham, il a fallu attendre, je crois, 24 heures pour que Mourinho soit nommé à nouveau l'entraîneur. Alors je ne sais pas s'ils avaient commencé les négociations avant, mais c'était allé à toute vitesse. Et puis en tant qu'entraîneur, parfois c'est hyper cruel parce que, bon, d'une part, comme je le disais avant, vous ne méritez pas toujours votre destitution, mais vous pouvez être viré le jour de Noël ou à l'approche de Noël ou un petit peu après. Rappelez-vous Thomas Tuchel. Vous avez ces anecdotes célèbres du père de Mourinho viré le jour de Noël, et ça avait fâché Mourinho, ou peut-être pas fâché, mais vraiment marqué Mourinho pour le reste de sa vie, et ça, on peut déterminer le type d'entraîneur qu'il a été par la suite. Vous avez un cas aussi assez célèbre d'un entraîneur qui s'appelait Trevor Francis à Crystal Palace, et qui au moment de se faire virer avait dit « Mais les gars, c'est le jour de mon anniversaire !» Ou pensez à Ronald Koeman qui a vu que l'annonce publique de sa destitution se faisait quand il était dans l'avion de retour de Madrid après la défaite contre le Rayo Vallecano. Un autre entraîneur du Barça par le passé, Lorenzo Serra Ferrer, avait aussi appris sa destitution quand il était dans l'avion du retour. Vous apprenez que vous êtes destitué, et là, comme dans beaucoup de métiers, j'ai envie de dire, c'est assez commun, vous devez passer dans votre bureau, ramasser vos affaires, rendre votre téléphone de travail, de fonction, rendre parfois la voiture de fonction, suivant comment ça a été négocié, vu que c'est le club qui paye votre logement, vous devez vider votre logement et évacuer votre logement. Une procédure qui peut être très pénible aussi, c'est de devoir retirer les enfants de l'école si vous êtes venu avec votre famille. Et imaginez que vous êtes dans un pays parce que vous avez un visa de travail, plus de visa de travail, et vous avez 30 ou 60 jours pour quitter le pays. Et ça peut être très très dur à vivre pour les entraîneurs et pour les familles des entraîneurs. En fait, quand vous arrivez dans un club, là, le club fait un gros travail pour que vous vous installiez bien, pour que vous soyez confortable, mais quand vous quittez le club, là, le travail, il est clairement pas fait. Et on dit que dans le contrat de Jürgen Klopp à Liverpool, il y a une clause selon laquelle le club l'aidera à quitter Liverpool et à se réinstaller en Allemagne selon ce que Jürgen Klopp aura demandé, selon les exigences qu'il aura formulées, pour pas se retrouver comme ça complètement désemparé, au chômage subitement et avec toute une série de procédures très difficiles à faire sans assistance. À ça, il faut ajouter un autre moment douloureux, dire au revoir à vos joueurs. Ça peut être plus ou moins émouvant, ça dépend de la relation que vous avez avec eux, mais ce qui peut être très émouvant et très difficile à vivre pour tout le monde, c'est le fait de dire au revoir à tous les employés du club. Parce que tous les jours, vous êtes avec eux et il y a des liens qui se tissent au fil du temps, ça peut être vos confidents aussi. Et vous avez une très bonne illustration de ça dans la série Sunderland Till I Die, où vous avez le départ de Chris Coleman du club, et Chris Coleman, il était très apprécié, et pour les cuisiniers, pour les secrétaires, pour tous les employés du club, ce sont des moments difficiles à vivre. Il faut passer par là, ça fait jamais plaisir. Imaginez, vous avez un Carlo Ancelotti, une personne super appréciée dans tous les clubs où il passe, qui quitte le club, et là, évidemment, c'est difficile à vivre pour tout le monde. Et enfin, on en vient à une chose qui fait beaucoup parler, les indemnités de licenciement. Ça, on en entend toujours parler lors des départs de clubs, de grands entraîneurs. Et à ce sujet-là, il faut dire qu'il y a beaucoup de mythologie ou alors de mythomanie. Dans les clubs, vous avez parfois des avocats qui sont spécialisés sur ces questions d'indemnité, de départ, de licenciement, ou alors c'est directement les départements juridiques des clubs qui se chargent de ça. Et on va le dire tout de suite, quand vous voyez ces informations qui disent José Mourinho a touché, 200 millions d'indemnités de licenciement au cours de sa carrière, c'est faux. C'est faux, il faut le dire d'emblée, c'est faux, pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'usage dans le monde du football, que quand on vire un entraîneur, on continue à lui payer son salaire mensuel jusqu'au moment où il va retrouver un poste. Il y a dans un article de The Athletic un propriétaire qui dit dans mon club, moi ça se passe comme ça, quand je vire l'entraîneur, c'est marqué dans son contrat, c'est une clause dans son contrat qui dit le propriétaire ou le club te payera jusqu'au moment où tu vas retrouver un poste. Et comme ça tourne beaucoup dans le monde du football, assez rapidement généralement vous parvenez à retrouver un poste. Et puis à ça, il y a une deuxième raison, c'est que de base il y a plein de clauses dans les contrats. Et vous avez des clauses qui parle aussi de ces indemnités de licenciement. Par exemple, ce propriétaire de club dit « Moi, dans mes contrats, ou dans les contrats des entraîneurs que j'ai, il y a une clause qui dit si au moment où je vous vire, vous êtes, on va dire, dans la première partie du tableau, vous avez le droit à telle
montant de licenciement, tel montant, telle indemnité de licenciement. Si vous êtes dans la partie inférieure du tableau, vous avez droit à ce montant-là. Donc tout ça, c'est très très stipulé et c'est très rare qu'on verse à l'entraîneur, ou ça arrive jamais qu'on verse à l'entraîneur l'entier du salaire qu'on lui devait suivant ses années de contrat. Un autre exemple, David Moyes, quand il est viré de Manchester United, il est viré à seulement 4 matchs de la fin de la saison. On pourrait se dire pourquoi, pas avoir attendu juste la fin de la saison. Eh bien, c'est parce que à ce moment-là, c'était mathématiquement impossible pour United de finir dans les 4 premiers, et il y avait une clause dans le contrat de David Moyes qui disait que si c'était mathématiquement impossible pour lui de finir dans les 4 premiers, l'indemnité de licenciement, elle serait de 4,5 millions de livres sterling, là où 2 semaines plus tôt, quand c'était toujours possible mathématiquement de finir dans les 4 premiers, on aurait dû lui verser plus du double de ce montant initial. Donc vous voyez, tout ça, c'est très contrôlé, plein de clauses dans les contrats, et jamais José Mourinho, qui en plus a toujours retrouvé un poste assez vite, je crois que le plus de temps qu'il a dû attendre c'était 1 an, n'a touché les indemnités de départ qu'on dit qu'il a touché. En revanche, ce qui n'est pas noté noir sur blanc dans les contrats avec des clauses, ce qui n'est pas stipulé de façon très précise, c'est le message qu'on va faire paraître au moment de la destitution. Et ça, c'est un sujet d'achoppement entre les clubs et les entraîneurs. Il y a des négociations qui se font sur les termes qu'on va utiliser dans le message qu'on va faire paraître publiquement. Parce que c'est pas la même chose de dire Elias Baïf et Manchester City se sont séparés d'un commun accord que de dire Manchester City a relevé Elias Baïf de ses fonctions d'entraîneur, que de dire Elias Baïf a été remercié par les dirigeants de Manchester City, et vous avez tout le message ensuite. On va dire en tant que club si on exprime notre gratitude envers l'entraîneur ou pas, si on fait un résumé de son passage avec le nombre de titres qu'il a gagné, si on fait un résumé de ce qu'il a signifié comme entraîneur pour nos fans, pour le club, tout ça, ça compte énormément. Un exemple, Lopetegui, quand il se fait virer du Real Madrid, le communiqué en Espagne, il a fait parler durant des mois et des mois, 7 mois après, on en parlait encore parce que le club dit on a 8 candidats qui figurent dans la liste pour le Ballon d'Or, 8 joueurs qui figurent dans la liste pour le Ballon d'Or, c'est inacceptable que l'équipe elle soit aussi mal classée. Et ça avait fait beaucoup de mal à Lopetegui, le communiqué était vu par beaucoup comme extrêmement injuste, et c'est un exemple du fait que les mots comptent dans le message qu'on va faire paraître publiquement. Et les entraîneurs, ça, ils le comprennent très bien, parce que quand vous vous faites destituer, l'une des premières choses que vous faites généralement, peut-être pas si vous êtes un Pep Guardiola ou j'allais dire un Zidane, mais Zidane, quand il quitte le Real, justement, il donne sa version des faits. Il avait écrit une lettre dans un journal, quand un entraîneur se fait virer, il appelle des journalistes pour faire connu, pour rendre public sa version des faits, parce que ça compte énormément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une chose, vous devez le savoir maintenant, que j'aime bien faire sur la chaîne, m'intéresser à une question banale en apparence et voir ce qui se cache un peu là-dessous, comment fonctionne le monde du football en coulisses, relever quelques anecdotes. Dans une semaine, quand on se retrouvera dimanche 10h, c'est fort possible qu'Ole Gunnar Solskjaer ou Nuno Espirito Santo aient été virés. Je le rappelle, on entre dans le mois de novembre, un mois particulièrement difficile pour les coachs. D'ici dimanche prochain, portez-vous bien. Allez, à toutes.